Bonjour à tous, merci beaucoup d'être présents pour cette nouvelle conférence en ligne. Aujourd'hui, nous avons l'honneur et le grand plaisir d'entendre le comte d'Avignon vous parler des élections américaines. Monsieur d'Avignon, un grand merci d'avoir répondu favorablement à notre demande et de nous consacrer du temps, malgré un agenda toujours très chargé. Vous êtes un homme d'État et un homme d'affaires que l'on ne doit plus présenter, tant votre parcours est riche d'expériences et de succès accumulés au cours de vos 3 vies. Comme vous le dites si bien dans votre livre Souvenirs de 3 vies, votre carrière professionnelle d'une rare longévité a commencé dans la diplomatie, a continué à la Commission européenne et se poursuit dans les affaires. Enfant de diplomate, après avoir obtenu vos diplômes de droit, d'économie et de philosophie, vous commencez une impressionnante carrière au cours de laquelle vous côtoierez les plus grands de ce monde, que ce soit dans le domaine politique, économique ou financier. Il se dit d'ailleurs que vous avez le plus gros carnet d'adresses de Belgique. Jeune trentenaire, vous êtes repéré par Paul-Henri Spaak et Pierre Armel, qui resteront des modèles pour vous. Vous allez travailler dans leur cabinet. Ensuite, votre ascension va être fulgurante. Ministre des Affaires étrangères, premier président de l'Agence internationale de l'énergie, commissaire européen, vice-président de la Commission européenne, président de la Société générale de Belgique, vice-président de Tractebel, président de Beaux-Arts. Et je vais m'arrêter là, tant la liste est encore longue. Fort de cette superbe carrière et des nombreux services rendus à la nation, en 2004, le roi Albert II vous a conféré le titre de ministre d'État. Aujourd'hui, à un âge honorable et toujours en grande forme, vous siégez dans de nombreux conseils d'administration et vous présidez de multiples associations. Vous vous rendez encore quotidiennement au bureau. Notre rencontre est prévue de longue date, puisque par 2 fois, nous avons dû reporter votre conférence sur le Green Deal. Merci au Covid. Aujourd'hui, vous avez préféré nous parler d'un sujet plus d'actualité, les élections américaines que vous avez trouvées particulièrement traumatisantes. Pouvez-vous nous dire en quoi ces élections vous ont marqué? Merci beaucoup, Monsieur d'Avignon. Alors, je rappelle aux membres que les questions peuvent être posées via le chat. Donc, n'hésitez pas à poser des questions, soit en cours de conférence dans le chat, discussion, ou après la conférence. Merci beaucoup. Monsieur d'Avignon, à vous la parole. Merci beaucoup. Je suis très content d'être avec vous un peu loin. J'aurais mieux aimé être un peu près. Mais voilà, nous sommes tous disciplinés et nous avons raison d'être disciplinés. Et donc, on peut y faire face. J'ai effectivement aujourd'hui choisi de parler des élections américaines parce que ça me ramène à mon point de départ qui était fondamentalement la carrière que j'ai pu faire aux affaires étrangères et donc d'avoir une certaine idée de ce que sont les relations internationales et ce qu'elles signifient. Et les élections américaines sont évidemment toujours un moment clé de la relation entre la plus grande démocratie occidentale du monde et le reste du monde, et en particulier l'Europe. Et cette année-ci, elles se sont passées dans des circonstances particulières. Quand je dis particulier, c'est quand même un understatement britannique, parce que la personnalité de Trump a bouleversé ce que sont des élections américaines. Les élections américaines, c'est pour le peuple américain, qui est un peuple extrêmement patriote, civique, un grand moment de la démocratie et du choix entre 2 personnes qui sont essentielles pour l'avenir du pays. Et cette année-ci, ça s'est passé différemment pour 2 raisons principales. La première, c'est qu'à cause du Covid, le vote par correspondance aux États-Unis
est devenu un élément extrêmement important de l'élection, une proportion extrêmement importante de l'élection, ce qui était pas habituel. Et ça a conduit au fait que jamais autant d'Américains n'ont voté pour une élection présidentielle depuis l'existence des États-Unis. Il y a simplement, pour prendre un chiffre, il y a eu plus de votes pour M. Trump qu'il y en a eu pour M. Obama. Donc, ça veut dire que le nombre d'électeurs américains a été extrêmement élevé. Le vote par correspondance a été évidemment immédiatement quelque chose sur lequel Trump s'est acharné pour une raison objective simple. Le vote par correspondance se situe principalement dans les centres urbains et non pas dans les États plus agricoles ou avec moins de population. Ce qui veut dire qu'il savait que dans les centres urbains, la position des démocrates est plus forte que la position des républicains. Et donc, immédiatement, il s'est dit qu'il fallait déconsidérer le vote par correspondance. Ça a été un échec complet parce que la force institutionnelle des États-Unis a fait que peu importe que l'État, la région ou le comté, puisqu'on compte par comté, peu importe qu'il soit dirigé par des démocrates ou dirigé par des républicains, l'élection s'est passée de manière parfaite. La revendication de fraude est une revendication qui s'est avérée et toutes les différentes procédures judiciaires que Trump a entamées sont toutes signalées par un échec parce qu'il n'y a pas eu de fraude. Les élections se sont passées de manière parfaite. Ceux qui ont pu regarder la télévision et CNN ont vu ces énormes salles de comptage où cela se passait de manière parfaite, surveillée par des surveillants de l'élection tout court et par des représentants des deux partis. Donc, ça a été un échec de Trump de manière extrêmement visible et une démonstration de la force institutionnelle des États-Unis. Alors, qu'est-ce qu'il faut en tirer au-delà de ces contestations qui n'aboutiront à rien et qui aussi, en vertu de la Constitution américaine, se termineront le 2 décembre? Donc, le 2 décembre, les élections seront certifiées et comme on le sait aujourd'hui, M. Biden a gagné. Ce qu'il faut noter, c'est que les instituts de sondage avaient prévu une vague bleue, c'est-à-dire un succès de M. Biden spectaculaire. Or, on a vu combien les élections étaient serrées, combien dans un certain nombre d'États ça s'est joué à des centaines de voix et pas à des dizaines de milliers de voix. Et malgré tout ça, M. Biden a gagné les grands électeurs, puisque c'est ça le système américain. Les grands électeurs vont pouvoir se réunir à partir du 2 décembre, du moment où les élections ont été certifiées, et donc désigner avec une forte majorité, puisque Biden a dépassé de manière spectaculaire le niveau nécessaire pour gagner l'élection. C'est évidemment un système bizarre, puisque si on travaillait comme chez nous, puisque M. Biden a obtenu plus de 4 millions de votes de plus que M. Trump, ça aurait été un grand succès de l'élection pour lui. Par contre, une fois qu'on calcule par État, ça n'a pas été un calcul d'un résultat étriqué, mais ça n'a pas été un résultat aussi spectaculaire que le vote populaire l'aurait démontré. Mais c'est quand même une réussite du fonctionnement américain, de la Constitution américaine et du respect de la Constitution américaine. Il faut quand même en retenir des leçons. Il y a donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, plus d'électeurs qui ont voté pour M. Trump que d'électeurs qui ont voté pour M. Obama.
compte tenu de ce grand succès du vote. Ça veut dire que pour M. Biden, il se trouve quand même confronté avec le fait que 74 millions d'Américains ont voté pour M. Trump, avec tout ce que ça signifie. Et quand je dis tout ce que ça signifie, c'est quand même quelque chose d'extrêmement préoccupant, parce que le culte du mensonge, le culte de la contre-vérité, le culte de la manipulation a été exprimé et mis en œuvre par Trump au cours des 4 ans qui ont passé, ce qui n'a pas empêché une partie de la population qui se croit négligée par Washington, non entendue, de voter pour M. Trump. Et une des raisons est que si M. Trump a eu une présidence catastrophique, la situation économique des États-Unis, jusqu'au moment de la pandémie, a été, sur le plan économique, une gestion assez positive. Donc, la plupart des Américains se sont trouvés dans une meilleure situation économique aujourd'hui qu'ils ne l'étaient au moment où ils ont voté pour Trump pour la première fois. Et il faut donc se rendre compte que M. Biden va devoir entreprendre sa présidence dans un pays profondément divisé, ce qui ne s'est jamais passé en préalable. Les États-Unis ont été profondément divisés par rapport à l'attitude de la guerre du Vietnam, et ça ne s'est pas traduit dans les élections présidentielles, ça s'est traduit dans un malaise des États-Unis, malaise que Reagan arrivant au pouvoir a pu être une force de réconciliation et une force dans laquelle les États-Unis ont retrouvé une confiance en eux-mêmes qu'ils avaient précédemment pendant la période de la guerre du Vietnam perdue. Mais c'est donc un formidable challenge. Sur le plan politique, il faut aussi se rendre compte que les républicains, donc le Parti républicain, a eu plutôt de bons résultats dans les élections. Bien sûr, ils n'ont pas retrouvé la majorité à la Chambre des députés, mais la majorité démocrate a été réduite, donc il n'y a pas eu cette vague bleue que les sondages avaient prévue. Et au Sénat, ça va se jouer à une voix près, et on le saura à l'issue du deuxième tour des élections en Ohio, dans lequel on le saura avant l'investiture du président des États-Unis au mois de janvier. Donc, pays divisé, faible majorité républicaine faible majorité démocrate au Parlement et une situation très serrée au niveau du Sénat. Donc, une difficulté politique pour M. Biden de vouloir faire la nouvelle politique qu'il veut faire. Or, c'est véritablement une nouvelle politique parce qu'il veut revenir en ce qui concerne l'environnement à l'accord de Paris que Trump spectaculairement avait quitté, revenir à l'accord avec l'Iran que Trump avait spectaculairement quitté et revenir à un dialogue avec les États-Unis, donc un intérêt pour les Américains de revenir à un système multilatéral et pas simplement à des deals pays par pays. Tout ça est un grand changement et un grand défi et auquel M. Biden devra faire face. Alors, M. Biden n'est pas non plus de la première jeunesse, mais c'est un homme expérimenté qui a été le plus jeune sénateur américain au moment où il a été élu pour la première fois au Sénat américain. Il est expérimenté et c'est une personnalité de rassemblement. Il faut le savoir parce qu'au moment où il a fallu choisir le candidat démocrate pour s'opposer à M. Trump, M. Biden a passé le congrès du démocrate de justesse
parce qu'on trouvait qu'il était trop conciliant, trop prêt à prendre en considération les opinions des autres et pas simplement l'opinion pure et dure du parti. Et il faut savoir qu'il va avoir de la difficulté avec les républicains parce que les élus républicains savent qu'il y a 70 millions, 74 millions de gens qui ont voté pour M. Trump et pour le Parti républicain. Le Parti républicain, comme je l'ai dit tout à l'heure, a assez bien eu des résultats assez positifs dans l'élection. M. Trump, candidat du Parti républicain, a perdu, mais le Parti républicain s'est relativement bien maintenu. Et il est évident que M. Trump, avec les 74 millions de voix, va essayer de manipuler le Parti républicain pour rendre la vie la plus misérable possible à M. Biden et les élus républicains ne pourront pas ne pas prendre en compte ce poids politique que M. Trump conserve. Poids politique qui est d'autant plus important pour lui que perdant aujourd'hui l'immunité que lui donne sa position de président des États-Unis, c'est-à-dire le perdant à partir du mois de janvier, il a deux vilains procès sur les bras, un en ce qui concerne l'évasion fiscale et un second en ce qui concerne ses relations avec l'URSS. Donc, c'est un homme fragilisé qui va se retrouver au lendemain des élections, bien que quelqu'un qui a eu un vote populaire extrêmement important. Donc, la situation va être compliquée pour M. Biden, et donc d'imaginer que les États vont facilement retrouver cette unité qui a fait leur force dans le passé est un défi pour M. Biden qui est extrêmement important. Et c'est pour ça que j'ai parlé des traumatismes de l'élection américaine, parce que elle a été un facteur de division et elle demeure un facteur de division. Et le symbole en est que jusqu'à présent, M. Trump n'a pas reconnu sa défaite, ce qui est une caractéristique de la manière dont les candidats défaits aux élections présidentielles se comportent d'habitude. C'est-à-dire qu'ils reconnaissent leur défaite, souhaitent bonne chance au président qui vient et acceptent que le président qui arrive est le président de l'ensemble des États-Unis et pas simplement du parti dont il portait les couleurs. Donc, les choses vont être difficiles et compliquées, et elles sont évidemment compliquées par le fait que la pandémie aux États-Unis est extrêmement vivace, que je ne sais pas à quelle vague ils sont, mais ils ont donc un degré de contagion et de décès qui dépasse tout par tête d'habitant que ce qui se passe dans le reste du monde. Donc la situation est difficile et complexe, et donc si les relations entre l'Europe et les États-Unis sur le plan de la volonté vont s'améliorer, sur le plan de ce qu'il est possible de faire et de ne pas faire, ne va pas être simple. Et de la même manière, la relation entre les États-Unis et la Chine, l'autre candidate à la présence mondiale, va rester difficile parce que les problèmes objectifs entre les États-Unis et la Chine vont demeurer significatifs et vont être augmentés par un facteur, c'est que M. Biden va s'occuper des droits de l'homme et des valeurs, ce que M. Trump a merveilleusement ignoré, comme il a montré dans cette fausse relation qu'il a essayé de conclure avec le Vietnam du Nord. Donc, situation complexe. Ce que l'on peut saluer, c'est le bon fonctionnement du système constitutionnel américain, du respect par les deux partis américains, je ne dis pas M. Trump, mais par les deux partis américains du système électoral américain et d'en respecter le résultat.
mais il n'en demeure pas moins que le pays est divisé et que cela, pour un président et pour un président de la puissance la plus importante du monde, est un facteur de difficulté et de défi qu'il devra gérer pendant la période qui est la sienne, avec de surcroît cette épée de Damoclès terrible qui est la continuation de la pandémie. Donc voilà, avant de répondre à vos questions, le point que je voulais faire, le système constitutionnel américain est fort, les agitations que M. Trump essaye de faire pour contester ou rendre compliqué l'accès à la présidence de M. Biden, y compris de la tradition qui est que pendant la période à l'issue de l'élection et de la période de la prise effective de pouvoir, l'ancien président et son administration et le nouveau président collaborent. Je pense que ça se passera parce que ça, c'est une réalité civique auquel les Américains participeront, mais que Trump continuera à rendre compliqué. Et il faut comprendre qu'il a une raison personnelle à essayer de pouvoir être significatif sur le plan politique, compte tenu des ennuis qu'il aura sur le plan personnel, compte tenu des casseroles qu'il a accumulées dans le passé. Voilà ce que je voudrais dire le plus brièvement possible pour permettre à vos questions, aux commentaires auxquels je me ferai un plaisir de répondre. Merci beaucoup, Monsieur d'Avignon, pour cet éclairage tout à fait réaliste et très clairvoyant. Alors, donc je rappelle aux membres qui peuvent poser des questions via le petit bouton chat ou discussion. Donc, j'en ai déjà quelques-unes. Alors, est-il imaginable, selon vous, que Trump revienne lors des prochaines élections américaines? Je pense qu'il est certain que M. Trump ou la famille Trump ne va pas gaspiller ces 74 millions de voix qu'il a reçues. D'abord, c'est son tempérament, c'est un homme de pouvoir, c'est un homme qui veut que son pouvoir s'étende à son fils, à la dynastie Trump. Et deuxièmement, comme je l'ai dit tout à l'heure, il a un intérêt à être protégé politiquement par rapport à ses vulnérabilités personnelles. Donc, il va certainement continuer à agir de la sorte, certainement de la sorte faire pression sur le Parti républicain pour que le Parti républicain se détourne de lui. D'ailleurs, on voit le peu de représentants importants américains républicains qui l'ont appelé à reconnaître le résultat des élections. Donc, il va rester un facteur politique, lui et sa famille, et c'est un des sujets de complication que devra gérer M. Biden. Donc, il continuera à lui mettre des bâtons dans les roues, en quelque sorte. Un membre demande aussi quelles sont, d'après vous, les motivations de Trump pour refuser sa défaite? Est-ce que vous pensez qu'il y a une question d'immunité là-dedans? Est-ce qu'il aurait peur de perdre son immunité? Je pense que Trump a démontré que sa vérité l'emporte sur la vérité. Et que donc son parcours est de contester l'incontestable. Et il a fait ça sur un certain nombre de sujets, pas simplement sur le résultat des élections. Et il pense que c'est la meilleure protection qu'il a, tant bien qu'il ne doit pas se faire d'illusions, parce qu'on a vu que toutes les actions en justice qu'il a essayé d'entreprendre ont échoué, parce que les élections ont été correctes. Pour pouvoir démontrer qu'il y a fraude, il peut demander que l'on recompte lorsque le résultat est serré, mais on sait d'expérience dans tous les pays qu'il y a parfois des erreurs matérielles qu'on a mis sur la mauvaise pile. Le vote de Trump, on l'a mis sur la pile de Biden et l'inverse, mais que ça concerne des nombres infinitésimaux qui ne sont absolument pas de nature à changer le résultat, mais il veut se conserver ce pouvoir de compliquer les choses et d'intervention
Et donc, jusqu'au bout, il le contestera. Et donc, je ne serais pas du tout surpris qu'en contradiction avec la tradition, en contradiction avec une tradition qui est fortement implantée aux États-Unis, il n'assistera pas à la prestation de serment de Biden, continuant à dire jusqu'au bout qu'il n'a pas perdu l'élection, qu'on lui a volé l'élection. Ce qu'on sait aujourd'hui est faux. Mais le fait que ce soit faux ne le dérange absolument pas dans la manière dont il se comporte. Alors, une question intéressante. Nous avons une membre donc, qui a habité, étudié, qui a travaillé aux États-Unis, qui connaît autant des républicains que des démocrates. Et en fait, elle est étonnée de voir le fossé qu'il y a entre la perception que nous avons, nous, ici en Europe, de Trump et surtout la perception qui nous est donnée par les médias et la perception de certains Américains. Donc, elle connaît quelques amis républicains qui lui ont dit « Mais Donald Trump est le plus grand président de l'histoire américaine parce que c'est celui qui a fait le plus pour l'Amérique et les Américains. » C'est probablement ce qui explique les 70 millions de votes. Et donc, comment expliquez-vous ce fossé entre l'opinion des électeurs républicains et l'opinion du reste du monde, ou en tout cas de l'Europe et de la Belgique? Est-ce que la presse est vraiment complète et objective? Mais il faut se rendre compte que le succès de Trump, c'est qu'il a découvert les Gilets jaunes avant que les Gilets jaunes ne se découvrent eux-mêmes. Il a découvert ce sentiment d'abandon d'une catégorie importante de la population située dans des États, et on se rappelle tous des cartes qu'il y avait pendant qu'on regardait les résultats des élections de qu'est-ce qui était rouge et qu'est-ce qui était bleu. Et le rouge, c'est le centre. Donc, on est reparti sur la guerre de sécession. Elle n'a pas disparu. C'est sûr qu'elle a disparu dans les faits, mais je veux dire, dans les mentalités, elle n'a pas disparu. Il y a donc une partie des États-Unis qui en veulent à Washington, qui en veulent au pouvoir central, qui se sentent abandonnés et qui se sont ralliés à Trump et qui sont restés ralliés à Trump malgré ses mensonges. Et pourquoi est-ce qu'ils ont cru ces mensonges? Parce qu'ils ont cru davantage les réseaux sociaux, les déclarations que Trump faisait sur les réseaux sociaux, jusqu'au moment où même les réseaux sociaux ont soit supprimé les messages de Trump, soit qualifié les messages de Trump de fake news, sont restés fidèles à ce sentiment que les élites, Washington, la grande presse internationale, nationale, je veux dire, qu'il a continué à attaquer de manière constante et permanente, jusqu'au point d'en avoir voulu à ce qui était un de ses alliés dans la presse, c'est-à-dire la presse dominée par l'Australien M. Murdoch, qui avait cette quatrième grande chaîne de télévision nationale qui était Fox, et qui a fait une scène à Fox, parce que Fox a reconnu que les résultats des élections avaient pour conséquence que Biden était élu et pas lui. Donc cette volonté forcenée de contester la vérité jusqu'au bout est sa marque de fabrique, et qu'une série de personnes, sincèrement, on voit d'ailleurs ces meetings où les gens, en ignorance totale des règles de prudence que le Covid impose, se réunir pour manifester leur indignation devant le vote volé que Trump affiche. Et donc, un grand nombre d'Américains pensent que le vote a été volé par la tricherie qui n'a pas eu lieu et par l'intervention des élites que les électeurs de Trump vomissent. Il est presque parvenu à les endoctriner avec ses propres théories. Bien, alors, par rapport à Biden, donc parfois on met un petit peu on épingle un petit peu son âge et ses pertes de mémoire qui peuvent lui arriver. Et donc, on met peut-être un peu plus en évidence le rôle de sa vice-présidente,
qui va devoir l'épauler et peut-être le remplacer d'ici la fin de son mandat. Que pensez-vous donc du rôle joué par la vice-présidente élue? Je pense que c'est un facteur extrêmement important. Je ne sais pas dans quelle mesure il a joué dans l'élection proprement dite, parce que c'est toujours difficile de savoir, mais qu'il ait joué un rôle, c'est certain. D'abord, c'est une femme. C'est la première fois qu'une femme devient vice-présidente des États-Unis. Ensuite, c'est une femme dont les origines sont multiples. C'est qui est quand même aussi une image des États-Unis, pas simplement parce qu'elle est de couleur, mais aussi parce qu'elle a antécédents indiens et ainsi de suite. Et donc, et qu'en plus, elle est une vraie personnalité. Je veux dire, elle n'est pas quelqu'un qu'on a été piqué en disant ben, ça ferait bien d'avoir une vice-présidente femme. C'est une personne qui a une place par elle-même. Il suffit de la voir dans les images pour se rendre compte qu'elle est quelqu'un qui a du charisme. Euh, on a tous vu cette image où elle se promène, où elle fait du jogging ou je ne sais pas quoi, où elle apprend que Biden a gagné et elle dit on l'a fait. Ce qui est quand même aux États-Unis, we did it, yes you can, c'est quand même quelque chose qui est très, très profond dans cette civilisation de pionniers qui reste une réalité américaine. Et cette civilisation de pionniers explique aussi la violence, explique aussi le recours aux armes, le recours à tout ça, ça fait partie d'une réalité américaine. Et je pense qu'ils ont trouvé une incarnation de cette réalité américaine de nouvelle génération. Et donc la combinaison entre un homme qui a consacré sa vie à la politique, qui entraîne la sympathie par le fait qu'il est à l'écoute, par le fait aussi de ses différents malheurs personnels qui ont quand même été significatifs et importants. C'est pas de la commisération médiocre, c'est de la sympathie par rapport à quelqu'un qui a vraiment souffert, et puis de cette force de la nature, avec cette légitimité que représente la partie des États-Unis qui a voté pour elle, ça fait que c'est un team fort. Et donc, d'imaginer que simplement on a Uncle Joe, un vieux monsieur plutôt sympathique, mais qui ne va pas faire grand-chose, on se trompe tout à fait. Et le fait qu'il a décidé que sa première priorité, c'était le Covid, ce n'était pas simplement pour ne pas faire comme Trump, c'était pour faire ce qu'il fallait faire dans une situation que ses compatriotes reconnaissent, comprennent et angoissent. Donc, c'est aussi bien parti que ça peut partir. Et je crois que la question est tout à fait légitime. C'est un team qui est en place. Le vice-président n'est pas un acolyte de seconde zone, c'est quelqu'un d'important et qui va jouer un rôle, même si Biden fait son mandat complet. On sait bien qu'il n'en fera pas un second. On sait qu'il y aura quelque chose qui est novateur et qui, par rapport à Trump, manipulateur, menteur et ainsi de suite, ça va démontrer dans les faits et dans la réalité et dans la perception on retourne à un fonctionnement habituel et souvent exemplaire de la gestion politique américaine. Bien, merci beaucoup. Alors maintenant, venons-en un petit peu au programme de Biden, en tout cas s'il parvient à le réaliser, parce qu'on voit que les républicains vont probablement lui mettre encore les bâtons dans les roues. Comment pensez-vous qu'il peut espérer réaliser une partie de son programme et d'après vous, quels seront les grands axes de son programme pour les 4 prochaines années? Je crois que d'abord, c'est un programme qui vise à ce que l'importance des États-Unis reste visible et importante, mais pas sous le slogan America First. C'est l'Amérique responsable au-delà
des tendances isolationnistes qui ont toujours existé aux États-Unis. Et ça, c'est un premier problème pour Biden, c'est que les États-Unis, dans la situation dans laquelle ils sont aujourd'hui, ne va pas les inciter à être plus intéressés à leurs responsabilités par rapport au monde. Donc, il va avoir un problème là. Il est certainement désireux de le faire, mais est-ce que ça correspond à la perception et à certaines des raisons du succès que Trump a obtenu? C'est incertain. La seconde chose qu'il doit faire, c'est, et de nouveau le Covid est clair par rapport à ça, c'est que la couverture soins de santé aux États-Unis est tragique. Donc vous avez quand même, je ne sais plus le chiffre, mais c'est entre 25 et 30 millions de personnes qui ne sont couvertes par rien, parce qu'ils n'ont pas la capacité financière de prendre une assurance individuelle et que l'assurance générale ne joue pas. Et donc, Trump a tout fait pour essayer de démolir Obamacare. Il n'y est pas parvenu parce que le Congrès ne l'a pas suivi là-dessus. Mais non seulement il faut faire Obamacare, mais il faut faire Obamacare plus. Et ça va être une difficulté, je dirais, structurelle aux États-Unis, puisque la notion des États-Unis, c'est qu'on donne à chacun la possibilité de se débrouiller avec les conséquences qu'il peut être entrepreneur et réussir, et chacun a pour objectif de devenir Bill Gates ou que sais-je, ou maintenant Bezos par rapport au nouveau d'Amazon et ainsi de suite, mais en même temps d'avoir un niveau de pauvreté qu'il devra essayer de compenser, et ça ne va pas être facile pour lui de le faire. Donc, il a de grands défis devant lui, et de savoir dans quelle mesure Trump est capable de manipuler le Parti républicain pour s'opposer à des mesures de bon sens. Donc, c'est véritablement un challenge politique difficile pour lui et son autorité à l'extérieur va toujours dépendre de son autorité à l'intérieur. S'il n'arrive pas à faire passer son programme à l'intérieur, quand il ira dire aux uns et aux autres comment ensemble on pourrait faire mieux, on dira cause toujours. Et que au niveau des relations avec l'Europe, comment est-ce que vous voyez les choses du fait que Biden... Je veux dire, les relations avec l'Europe ont été inutilement mauvaises. Il y a des différends, ils resteront, mais les différends par rapport aux éléments qui unissent sont la minorité. Alors, pour qui c'est la plus mauvaise nouvelle? C'est pour Johnson, parce qu'il est évident que Johnson ne va pas pouvoir compter sur le fait que les Américains vont essayer de compenser les ennuis économiques que la Grande-Bretagne va connaître à cause du Brexit, parce qu'ils trouvent qu'ils n'auraient pas dû faire le Brexit, alors que Trump a félicité Johnson de s'être débarrassé de la tutelle de l'Europe qu'il n'aimait pas. Donc, d'un côté, il y a des vrais problèmes qu'il faudra essayer de résoudre. Il y a des conflits commerciaux. L'interdiction d'importer de l'acier européen est un conflit entre l'Europe et les États-Unis. Il y en a d'autres sur le plan agricole et ainsi de suite. Donc, il y a des sujets, mais qu'on a pu surmonter dans le passé. Et donc, il n'y a pas de raison de croire qu'on ne pourra pas les surmonter maintenant. Mais si la volonté de collaboration existe, et elle existe des deux côtés, il y a un certain nombre de sujets, et les faits sont têtus, qui va faire qu'il va falloir négocier pour trouver des réponses qui sont tolérables pour les deux parties. Très bien. Concernant les relations avec le reste du monde, il y a 5 ans, Karel de Gucht avait initié un traité transatlantique États-Unis-Union européenne. Pensez-vous que ça pourrait relancer ce traité? C'est un sujet compliqué, parce que c'est aussi un sujet compliqué au niveau européen. Parce que dans ces traités nouveaux, il n'y a pas que des questions strictement commerciales. Dans les questions qui sont strictement commerciales, elles sont de la compétence de la Commission et elles peuvent être ratifiées à la majorité qualifiée.
Tandis qu'il y a une série de questions qui portent sur les normes sanitaires, sur la définition des règles d'origine, qui requièrent l'unanimité. Et il y a une série de pays européens qui sont aussi devenus des pays européens prenons simplement les vieux coupables habituels, la Slovaquie, la Tchécoslovaquie, la Hongrie, la Pologne, qui, eux, souhaitent continuer à protéger leur marché contre les règles de bon sens. Donc, encore une fois, ça peut se régler et ça se réglera, mais ce sera compliqué, comme on le voit maintenant, du chantage que les Polonais et les Hongrois exercent sur le plan de relance européenne, sous prétexte qu'ils ne veulent pas que les pays puissent ne pas bénéficier de ce programme de relance s'ils ne respectent pas les valeurs absolues. Ce qui est quand même quelque chose d'assez paradoxal. C'est que vous faites comme si vous étiez susceptible d'être condamné. Parce que quelque part, on dit que si vous violez les règles internationales, les valeurs fondamentales, vous pouvez être sanctionné. Donc ça veut dire que vous craignez qu'on puisse constater que vous ne respectez pas les valeurs fondamentales. Je crois aussi que c'est une question qui peut se régler de la même manière qu'on a pu régler les questions concernant l'Eurogroupe et ainsi de suite. Mais ça montre qu'il y a des voies divergentes, pas simplement aux États-Unis, mais aussi en Europe. Bien. Et dans ces relations commerciales avec la Chine, comment vous voyez les choses? Ça restera la même chose. Ça restera la même chose parce qu'il y a des questions objectives, compliquées, dans lesquelles les intérêts des deux puissances ne sont pas les mêmes. Et donc là, on peut contester la manière dont Trump les a traités, mais on ne peut pas contester le fait que les problèmes disparaîtront simplement parce qu'on sera plus courtois et moins brutal. Il y a des vraies questions. Alors, justement, par rapport à ces relations avec le reste du monde, donc, un membre fait référence donc, aux relations entre les États-Unis et l'Europe. Et donc, nous dit, il est vraisemblable que Biden va continuer à exiger que l'Union européenne prenne en charge cette dépense militaire. Pensez-vous que ce serait une opportunité pour l'Union européenne de se rendre crédible par une vraie défense et de ne plus faire confiance aveuglément à un parapluie américain de plus en plus incertain? Je pense que la question de savoir quelle est la valeur du parapluie américain ou non est une conséquence et n'est pas le fond du problème. Je crois que le président chargé des relations extérieures de l'Europe, M. Borrell, a correctement indiqué que nous ne pouvions pas être la puissance que nous prétendons être si nous sommes indifférents à notre propre sécurité. Donc il y a une double question qui se pose, une question légitime que les Américains posent dans le cadre de l'OTAN en estimant qu'ils font beaucoup et qu'on ne fait pas grand-chose, et d'autre part, au-delà de cette question du maintien de la relation avec les Américains qui est indispensable, qu'il y ait quand même un socle de sécurité européenne qui justifie notre volonté à l'autonomie et à définir nos stratégies par eux-mêmes. Donc c'est une question qui est pendante depuis longtemps, qui se repose avec des conséquences financières et qui repose la question de savoir est-ce qu'il y aura un jour un budget de l'euro, des pays de l'Europe qui veulent avoir une intégration plus poussée, y compris dans le domaine sécuritaire, ou est-ce que nous devons continuer à accepter que tant qu'il n'y a pas d'unanimité, on ne fait rien. C'est une question fondamentale qui se pose à l'Europe depuis longtemps et qui se reposera à l'Europe en fonction des questions que les Américains vont poser. Donc, c'est un problème récurrent. Alors, des questions un petit peu plus liées au monde financier.
Dans l'environnement que vous décrivez, pensez-vous que le dollar va se déprécier? Ça, c'est une première question. Et puis, justement, que pensez-vous de ces élections? Quelles seront les répercussions de ces élections au niveau des marchés financiers? On en voit déjà, mais sur les mois à venir, le plus long terme, que pensez-vous? On a déjà vu que les bourses américaines sont contentes de voir que Trump n'est plus là, alors qu'ils n'étaient pas mécontents de la politique de Trump, mais ils étaient mécontents des incertitudes que Trump provoque. Et toutes les bourses du monde, s'il y a une chose qu'ils détestent, c'est l'incertitude. Donc ils pensent qu'il y en aura moins. Ça me paraît une question certaine. Euh, pour le reste, euh, on va rencontrer une difficulté avec les Américains parce que la pression qui vise à ce que les grandes plateformes de services qui ne payent aucun impôt nulle part et qui engrangent des bénéfices extrêmement importants en Europe, y participent. Donc toute cette question de l'imposition de ce qu'on appelle les GAFA, elle va rester. Et c'est à l'évidence un sujet de tension avec les Américains parce que les Américains vont dire qu'on discrimine contre eux et que ces plateformes-là sont au niveau de l'économie américaine importantes et au niveau du lobby qu'elles peuvent exercer, de l'influence qu'elles peuvent exercer, vont être significatives. C'est un sujet sur lequel les intérêts des deux parties ne coïncident pas. Et donc, c'est un sujet de tension. Donc, l'OECD va sortir d'ici la fin de l'année son plan là-dessus. La Commission a dit qu'elle allait faire de même que vont continuer les opérations au niveau de la concurrence sur ce que l'on considère comme des abus de position dominante. Tout ça vont être des questions dans lesquelles les intérêts sont différents et vont créer de la tension. Elle ne va pas être la tension de principe. Avec Trump, la tension était de principe. Je ne veux pas avoir de relation avec les Européens parce qu'elle va m'imposer des limites. Donc, je ne le veux pas par principe. Ici, tout le monde aimerait en avoir dans la réalité, mais il y a un certain nombre de sujets sur lesquels les négociations vont être complexes. Comment pensez-vous va se comporter le dollar dans cette situation? Parmi les choses sur lesquelles il ne faut jamais faire de prévision, c'est sur les dividendes de vos sociétés et sur le dollar. Donc, je vais m'en tenir là. Vous abstenez très bien. Alors, je lis que plusieurs membres tout de même s'inquiètent de voir le climat extrêmement tendu au sein de la population américaine, comme on l'a déjà soulevé. Pensez-vous qu'il puisse y avoir une guerre civile dans les semaines qui vont venir? Je ne pense pas parce que je pense que c'était le moment d'aujourd'hui où l'affirmation du vol de l'élection, qui est partagée par une partie importante de la population, aurait pu conduire à ça. Donc, le moment le plus dangereux ou le plus captieux était au moment où les résultats sont connus. Maintenant, on voit bien, même si Trump ne le reconnaît pas, on voit bien que le résultat des élections, il est définitif et qu'il n'y a pas eu de révolte des Américains de révolte physique, je veux dire, violente des Américains contre ça. Grâce au ciel, le nombre d'incidents a été très faible et au fur et à mesure où l'inéluctable apparaît, la justification de se battre pour quelque chose qui ne se passera pas, eh bien, la motivation diminue. Je crois que le pire est derrière nous, mais comme je le disais tout à l'heure, dans une civilisation de pionniers, dans une civilisation où on n'a jamais vendu autant d'armes qu'on en a vendu maintenant, tout le monde veut se protéger contre tout le monde. On l'a vu dans les images. Des groupes qui étaient pour Biden étaient aussi armés que les groupes qui étaient pour, euh, pour affirmer que Trump avait été volé. Donc, la société américaine qui est violente,
On le voit avec les incidents qui viennent, les horreurs qui sont passées dans les écoles et ainsi de suite, les individus qui continuent à faire des folies. Là, le monde américain est violent et continuera à l'être. Donc, tant que le port d'armes sera autorisé, en tout cas, ça risque de continuer. Alors, une question d'ordre, j'ai envie de dire, philosophique. On a l'impression que Trump a un petit peu modifié l'électorat américain, puisque la classe moyenne inférieure, qui avant était plutôt démocrate, semble être partie chez les républicains, et inversement, les intellectuels républicains semblent maintenant partis chez les démocrates. Qu'est-ce que vous en pensiez? C'est peut-être un peu réducteur, mais c'est une tendance qu'on semble observer. C'est, je crois, une tendance qui se reflète dans le vote populaire, puisque dans le vote populaire, il y a quand même eu plus de 4,5 millions d'Américains qui sont prononcés contre Trump que pour Trump. Quand on regarde les résultats des élections locales ou des élections de la Chambre et du Sénat, ce n'est pas aussi manifeste. Comme je le disais dans mes mots d'introduction, le parti républicain s'est assez bien tenu. Mais il y a des républicains de toutes sortes. Il ne faut jamais faire l'erreur de croire que les partis aux États-Unis sont monoblocs comme les partis sont chez nous de monoblocs. Le républicain de l'Arkansas, ça ne va pas être le même que le républicain de l'Ohio et ainsi de suite. Donc, ce qu'il faut constater, c'est que la vague bleue, c'est que l'hostilité à Trump s'est manifestée sur le plan de l'élection présidentielle, ne s'est pas manifestée de la même manière sur le plan de l'équilibre entre démocrates et républicains. Alors, pour terminer, donc, que voyez-vous, vous, comme grand changement pendant les 4 années à venir dans un environnement si partagé et si polarisé? Bon, je crois que c'est un changement de fond. Je veux dire, c'est le mensonge va disparaître. L'indifférence aux autres et la brutalité, que tout est un deal qui est fait en fonction de la position de force que vous avez par rapport au dossier A, B ou C va disparaître. Donc ça, c'est un grand changement et qu'on va revenir à des relations qui sont comme celles qu'on a connues. Ça ne veut pas dire qu'elles vont être faciles, mais que le mensonge, la manipulation, l'utilisation de la force, ça va passer à l'arrière-plan. Oui, retour à des relations plus sereines et où les relations seront basées. En fait, vous percevez qu'il y aura forcément, et tout le monde le pense, j'imagine, un changement au niveau de la forme des relations. Oui, mais la forme va entraîner le fond. Oui. La forme va entraîner le fond. Donc, quelqu'un qui n'a de respect pour personne et pas de respect pour la vérité, vous allez passer à quelqu'un qui a des intérêts, qui a de la puissance, mais qui comprend qu'il faut aussi écouter les autres et de revenir à une situation où il y a un peu de respect partagé, que les États-Unis restent à l'Occident la puissance la plus importante du monde, il n'y a pas de doute. La manière dont elle se comporte avec le reste du monde va changer. Et ça, c'est quand même plus qu'important. Oui. Alors, une dernière question. Vous connaissez évidemment bien le Green Deal, puisque vous deviez venir nous en parler. J'espère que ce n'est que partie remise. Pensez-vous que l'élection de Biden soit évidemment une bonne chose pour l'environnement, le climat et tout ce qu'il y a à faire par rapport aux problèmes climatiques? Oui, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Je veux dire, on est dans des problèmes qui sont globaux. Et à partir du moment où une grande puissance se désintéresse des problèmes globaux, l'activité que les autres peuvent avoir à ce sujet a une efficacité qui est automatiquement réduite. Si la Belgique devient exemplaire sur le plan de l'environnement, ça ne changera pas la situation réelle de l'environnement dans le monde. Et je pense que le retour à la lutte sur le réchauffement climatique et sur l'adoption de nouvelles mesures change tout. Aujourd'hui, on est dans une situation où ça n'est pas crédible.
c'est très bien que l'Europe ait un Green Deal, elle le fait, elle aura de l'influence, mais entre avoir de l'influence et de l'efficacité, il y a un pas. L'influence, il faut l'avoir. Si on ne mène pas, il ne se passera rien. Mais l'efficacité est que si les États-Unis ou l'Inde ou la Chine ne changera pas, notre intervention n'aura sur le problème de fond qu'une influence secondaire. C'est évidemment pas pour ça qu'il ne faut pas le faire, mais il faut aussi se préoccuper du résultat plus général. Et là, de voir les États-Unis revenir avec les réticences qu'ils auront sûrement, mais de revenir dans le débat sur les résultats à atteindre est un changement de paradigme absolu. Oui, enfin, c'est déjà bien qu'il y ait la volonté. C'est déjà un premier bon pas. Alors, toute dernière question, un petit peu pour clôturer également. Si vous aviez un conseil, vous, un conseil personnel à donner à Biden, quel serait-il? Qui reste lui-même. Il faut toujours rester soi-même. Très bien. Mais écoutez, je vous remercie infiniment. Nous avons reçu beaucoup de messages aussi de remerciements et de félicitations. Merci beaucoup. J'espère que nous aurons quand même l'occasion de vous avoir en réel, en présentiel, comme on dit, pour venir nous parler du Green Deal d'ici quelques semaines, quelques mois, quand ce sera autorisé. En tout cas, Il y a encore quelques sujets, donc on ne doit pas voilà. s'inquiéter. On est Je très je contents de verrai de revenir parmi vous. Merci de on est m'avoir très contents de invité. commencer. Merci beaucoup. Au revoir. Merci à tous. Au revoir.